Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux intervalles de fluctuation et intervalles de confiance. Nous n'allons pas démontrer leur formule ici, nous allons juste les illustrer à l'aide d'exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu la philosophie de tout cela. Pour démontrer les formules, on pourrait faire une autre vidéo, ça prendrait un petit peu plus de temps, ça fait intervenir des notions de probabilité, notamment la loi binomiale et la loi normale. Voilà, donc je ne rentre pas dans les détails. Il n'y aura pas de démonstration de ce genre-là. Nous, on va rester sur l'observation de différents phénomènes. Nous allons prendre comme exemple une population, par exemple la population française. Et dans cette population, eh bien, nous avons des individus qui portent une marque spéciale, qui sont marqués. Nous, ça va être des individus qui aiment les mathématiques. Dans notre exemple, on va dire qu'il y a 40% d'individus dans la population française qui aiment les mathématiques. Dans cette population, je vais venir prendre un échantillon de taille petit n, et moi je vais prendre petit n égale à 300, donc ça signifie que je vais venir prendre un échantillon d'individus de la population, donc que je vais sélectionner un peu partout. Je vais prendre 300 personnes dans ma population, ça va me constituer mon échantillon, et dans cet échantillon, il y aura très certainement des individus qui vont faire partie de ceux qui étaient marqués, donc c'est-à-dire des individus qui vont aimer les mathématiques. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour que la théorie que je vous expose fonctionne, eh bien il est nécessaire que la population soit suffisamment grande pour qu'à chaque fois que je choisisse un individu pour le mettre dans mon échantillon, eh bien à chaque fois ce soit exactement la même expérience. C'est-à-dire que par exemple quand je vais choisir mon premier individu à mettre dans mon échantillon, je vais choisir dans la population et donc j'ai 40% de chance pour qu'il aime les mathématiques, puisque 40% de la population française aime les mathématiques. Lorsque je vais le sélectionner, cet individu, qu'il aime les maths ou qu'il n'aime pas. Là, par exemple, si je sélectionne celui qui est là, il n'aime pas. Donc, je vais le mettre dans mon échantillon. Ça va être le premier individu de mon échantillon. Désormais, comme je l'ai sélectionné, eh bien, il n'est plus dans la population. Ça veut dire que normalement, ma population, ici, je dois retirer un individu. Et donc, c'est censé changer un petit peu mes probabilités. C'est-à-dire qu'il y avait 40% de Français qui aimaient les mathématiques et donc 60% qui n'aimaient pas ça. Si je retire un individu qui n'aimait pas les mathématiques, vous pourrez me dire, du coup, ça change la probabilité. Quand je vais aller choisir un deuxième individu pour le mettre dans mon échantillon, ça change la probabilité qu'il a d'aimer les mathématiques. Mais en réalité, vous avez raison, ça change les probabilités puisqu'on a retiré quelqu'un. Mais la population est tellement grande qu'en fait, ma probabilité, elle change à un chiffre après la virgule qui, de toute façon, ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que nous, on regarde toujours les 3-4 premiers chiffres après la virgule. Donc, vu qu'il y a 67 millions de Français, eh bien, si j'en retire un, ça ne va pas me changer fondamentalement ma probabilité, c'est-à-dire que ça va la changer, mais à un chiffre après la virgule que, de toute façon, nous ne regardons pas. Ça veut dire qu'en fait, chaque Français que je vais venir prendre au hasard pour constituer mon échantillon, eh bien, à chaque fois que je prends un Français, il a 40% de chance d'aimer les mathématiques. En probabilité, on dit cela en disant que la population est suffisamment grande pour qu'on puisse assimiler les tirages à des tirages avec remise. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai sélectionné une personne, ça ne change pas la probabilité, c'est-à-dire que je pourrais la remettre dans la population, remélanger avant de sélectionner ma deuxième personne. On dit du coup que ce sont des tirages avec remise. Donc on peut assimiler ça à des tirages avec remise, mais bien sûr on ne fait pas des tirages avec remise. On assimile ça juste pour dire que chaque individu a une probabilité de 0,4 d'aimer les mathématiques dans mon échantillon. Petite parenthèse pour ceux qui suivent un enseignement de mathématiques, eh bien, on est ici sur une loi binomiale qui va être une loi binomiale avec des paramètres qui sont la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de personnes que je suis venu prendre dans la population pour constituer mon échantillon. Donc nous, on a dit qu'on en prendrait 300 dans mon exemple. Et comme deuxième paramètre, la probabilité pour chaque personne que j'ai choisie qu'il aime les mathématiques. Et comme il y avait 40% de gens qui aimaient les mathématiques dans la population française, eh bien à chaque fois que je prends quelqu'un, il y a 40% de chance pour qu'il aime les mathématiques. Donc voilà, on est sur une loi binomiale comme ça. Je referme la parenthèse qui était là pour ceux qui font encore des mathématiques.
Pour le vocabulaire, dans la population 0,4, la proportion de gens qui aiment les mathématiques dans la population française, on la note P comme proportion. Dans l'échantillon, la proportion, on va appeler ça la fréquence observée, qu'on note F ops. Pourquoi? Eh bien parce que quand on prend un échantillon, on va observer dedans tout simplement une proportion, mais on appelle ça une fréquence quand on parle d'un échantillon. Voilà. Donc, proportion P égale 0,4 dans la population, la proportion dans l'échantillon, c'est en fait là ce qu'on appelle la fréquence observée. Cette fréquence observée, que vaut-elle? Eh bien, elle va être égale à la taille, le nombre de gens qui sont marqués, donc pour nous qui aiment les mathématiques, et donc on note ça généralement petit m comme marqué dans le petit groupe, divisé par le nombre de gens que j'ai sélectionnés dans mon échantillon. Donc moi ici, ça va être 300. Dans les formules, généralement, le nombre de gens sélectionnés pour aller dans mon échantillon, c'est-à-dire ce qu'on appelle la taille de l'échantillon, on le note petit n. Donc moi, dans mon expérience, ce sera petit m sur 300, puisque vous allez voir, je vais sélectionner 300 personnes. Donc, ce petit fichier GeoGebra va me servir à simuler des échantillons de 300 personnes dans ma population française. Donc, vous voyez ici, j'ai bien réglé P égale 0,4. Donc, ça, c'est la proportion de gens qui aiment les maths dans la population française. Ici, j'ai la taille de l'échantillon que je vais sélectionner. Donc, je vais sélectionner 300 Français pris complètement au hasard. La fréquence observée, ce sera parmi mes 300 Français que j'ai pris complètement au hasard, eh bien, la proportion d'individus qui aiment les mathématiques. Donc, petit m sur petit n. Voilà. Alors, cette fréquence observée, vous voyez, je vais la représenter sur un axe entre 0 et 1. Donc, a priori, ce que je pense, c'est que la fréquence que je vais observer, ça peut être n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Donc, c'est-à-dire que ça peut prendre n'importe quelle valeur qui est en vert ici. Alors, pourquoi ça peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1? Eh bien, parce que au pire, dans mon échantillon de 300 personnes, au pire, il n'y a personne qui aime les mathématiques. Donc, dans ce cas-là, petit m, qui est le nombre de personnes qui aimaient les mathématiques dans mon échantillon, dans ce cas-là, il vaut 0. Et donc, en fait, j'aurai 0 personnes sur 300. Et 0 divisé par 300, ça vaut 0. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, ma fréquence observée sera de 0. Et dans le meilleur des cas, si j'aime bien quand les gens aiment les mathématiques, eh bien, dans le meilleur des cas, tout le monde aimera les mathématiques et il y aura donc 300 personnes sur 300 qui aiment les mathématiques. Dans ce cas-là, ça nous donne 300 divisé par 300, eh bien, ça vaut 1. Donc, dans ce cas-là, on est ici. Donc, ma fréquence observée, elle ne peut pas être en dessous de 0 et elle ne peut pas être au-dessus de 1. Donc, a priori, c'est une valeur entre 0 et 1. Donc, moi, j'ai programmé sur GeoGebra des expériences, c'est-à-dire que je vais prendre 300 Français et je vais regarder la fréquence observée dans cet échantillon. Donc, c'est parti. Je demande à afficher la fréquence observée. Alors, vous voyez, 0,4, ce n'est pas la fréquence observée, c'est la valeur de P que j'ai réécrit ici. Donc, vous voyez, pour la première expérience, j'ai pris 300 Français. Et dans ces 300 Français, il y en a 34% qui aiment les mathématiques. Je renouvelle l'expérience, donc je les remets dans la population des Français. Je reviens le lendemain et je refais une étude sur 300 nouveaux Français. Voilà. Cette fois-ci, j'ai trouvé 43% de Français qui aimaient les mathématiques. Je recommence, je reprends 300 nouveaux Français après avoir remis ceux que je venais de prendre dans la population. Donc je reviens le lendemain, je refais une nouvelle étude sur 300 Français. Et là, j'en trouve 38%. Et je continue. Je fais ça chaque jour. Donc vous voyez, je fais ma petite étude. 39%. Là, je vais avoir trouvé 42,3%. 41,3%. 35,6%. 41%. 42%. Et je continue comme ça. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des réalisations de l'expérience, différentes réalisations de l'expérience. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, j'ai repris des nouveaux échantillons de 300 personnes et j'ai regardé quelle était la proportion de gens, la fréquence de gens qui aimaient les mathématiques dans mon échantillon. Et vous voyez que, voilà, on tourne quand même pas mal autour de
0,4. Alors, dans un premier temps, la première remarque qu'on peut se faire, c'est on peut se dire, bah oui, c'est relativement normal, puisqu'a priori, si j'ai pris les personnes, les individus complètement au hasard pour fabriquer mon échantillon, eh bien mon échantillon, c'est censé être ma population en miniature. Donc, s'il y avait 40% d'individus qui aimaient les mathématiques dans la population, cela voudrait dire que dans mon échantillon, bah, je m'attends à avoir autour de 40% de gens qui aiment les mathématiques. Eh bien, c'est ce qui se passe. Regardez ici, on avait dit que les valeurs possibles pour ma fréquence observée allaient de 0 à 1. Mais dans la pratique, quand j'ai fait l'expérience un certain nombre de fois, vous voyez, je peux continuer, eh bien, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe qu'en fait, tout l'intervalle 0,1 n'est pas complètement utilisé tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, mes valeurs ont l'air de se concentrer autour de 0,4. Donc, on dit que les fréquences observées fluctuent ici dans finalement un intervalle. Alors, ça fluctue entre 0 et 1, mais mieux que ça, regardez, ça fluctue dans un intervalle autour de 0,4. Donc, cet intervalle autour de 0,4, eh bien, on va appeler ça un intervalle de fluctuation. Et si on veut un intervalle dans lequel on va tomber 95 fois sur 100, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les valeurs vertes sont possibles. C'est juste qu'il y en a qui sont plus rares que d'autres. Vous voyez les valeurs ici, pour l'instant, on n'est jamais tombé dessus. Par là non plus. Par contre, celles qui sont autour de 0,4, eh bien, on a l'air de tomber relativement souvent dessus. On peut donc construire un intervalle dans lequel 95% de mes valeurs seront, c'est-à-dire que si je fais l'expérience de choisir des échantillons de 300 personnes et que je fais cette expérience beaucoup de fois, eh bien, 95 fois sur 100, j'obtiendrai une fréquence observée qui sera dans l'intervalle que je vais vous indiquer ici, ce qui est celui-là. Vous voyez, c'est un intervalle qui va de la valeur P moins 1 sur racine de n, donc P c'est 0,4 et n c'est 300, donc on peut appliquer la formule, on va trouver 0,3423 environ, et ici on va avoir P plus 1 sur racine de n, qui est égal à 0,4577. Donc vous voyez, P était au milieu, c'était 0,4. C'est un intervalle qui est symétrique par rapport à P, c'est-à-dire que d'un côté, je m'écarte de 1 sur racine de n, et de l'autre côté, je m'écarte de 1 sur racine de n. Vous voyez, il y a P moins 1 sur racine de n, qui nous amène ici, et il y a P plus 1 sur racine de n, qui nous amène là. Eh bien, cet intervalle rouge, c'est cet intervalle qu'on appelle l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. C'est-à-dire, je répète une dernière fois, si je réalise mon expérience d'aller prendre 300 individus et de fabriquer un échantillon donc de 300 individus dans ma population française, je regarde à l'intérieur la fréquence d'individus qui aiment les mathématiques, eh bien 95 fois sur 100, eh bien ma fréquence va fluctuer dans cet intervalle rouge et 5 fois sur 100, elle sera à l'extérieur. Donc, je ne suis pas en train de dire que les valeurs à l'extérieur de l'intervalle n'arrivent jamais, puisque ça, c'est souvent des remarques des élèves qui disent « bah oui, mais c'est toujours possible que… » Oui, c'est toujours possible qu'on soit à l'extérieur de l'intervalle, mais on sera à l'extérieur de l'intervalle que 5 fois sur 100. Voilà pour les intervalles de fluctuation. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que finalement, P qui vaut 0,4 et la fréquence observée, vous voyez, qui était chaque petit point suivant l'expérience que je faisais, bien finalement, ils ne sont pas si éloignés l'un de l'autre, puisqu'ils sont à une distance l'un de l'autre de 1 sur racine de n. Puisque vous voyez, si vous connaissez P qui vaut 0,4, vous êtes sûr que F, vous avez 95% de chance plutôt que F soit entre P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Donc, on a quand même 95% de chance pour que F et P soient distants de moins de 1 sur racine de n. Donc, ça veut dire que P et F, finalement, c'est comme vous et votre voisin. Et entre vous et votre voisin, il y a une distance qui est plus petite que 1 sur racine de n. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, la probabilité pour que la fréquence observée et la proportion dans la population soient distants de moins de 1 sur racine de n est de 95%. Alors en réalité, c'est supérieur à 95%. Mais bon, on va rester sur l'idée comme quoi ça ferait 95%. Ça veut dire quoi? Cas numéro 1, si je connais P et que j'essaie d'anticiper la fréquence observée, c'est-à-dire que, vous voyez, si je n'ai pas mon petit logiciel avec mon iPad qui est là pour me réaliser des expériences et me mettre des points noirs sur mon axe,
eh bien, je peux quand même anticiper ce qui va se passer. C'est-à-dire que si on me donne la valeur de P, donc déjà je sais que tout se passe entre 0 et 1, si on me donne une valeur de P, eh bien je sais que la fréquence observée ne va pas être trop loin de P, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas à plus de 1 sur racine de n à droite et à plus de 1 sur racine de n à gauche. Alors quand je dis elle ne sera pas à plus de 1 sur racine de n à droite et 1 sur racine de n à gauche, eh bien en fait je sais que ça peut être le cas, ça peut être plus loin, mais ça n'arrivera que dans 5% des cas. C'est-à-dire que j'ai 95% de chance pour que, eh bien en fait, f soit dans l'intervalle p moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n. Donc ça veut dire que je suis capable d'anticiper la valeur de la fréquence que je vais pouvoir observer une fois que j'aurai choisi mon échantillon. Donc avec une probabilité de 95%, ou supérieure à 95%, la fréquence que je vais observer sera dans cet intervalle. Cet intervalle-là, on appelle ça un intervalle de fluctuation de la fréquence. Le cas numéro 2, ça va être le cas plutôt qu'on utilise dans les sondages. C'est-à-dire, j'oublie tout ce qui est français qui aime les mathématiques, etc. J'oublie tout ça. Je passe aux français qui aiment la physique-chimie. Et le problème, c'est que je ne connais pas la proportion d'individus en France qui aiment la physique-chimie. Je cherche justement à l'estimer. Pour essayer de l'estimer, je vais faire un sondage. Donc, je vais prendre un échantillon. Et dans mon échantillon, eh bien, je vais compter combien il y a de gens qui aiment la physique-chimie et ça va me permettre de voir une fréquence observée dans mon échantillon de personnes qui aiment la physique-chimie. Donc, dans ce cas-là, si j'ai déjà fait mon échantillon et mon sondage, eh bien, je connais la fréquence observée de gens qui aiment la physique-chimie. Maintenant, j'essaie d'estimer la vraie proportion dans la population, si je ne la connais pas. Eh bien, si je ne la connais pas, je vais utiliser un petit peu ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que je sais quand même que P et F observés, eh bien, ils sont voisins. C'est-à-dire qu'ils sont à une distance l'un de l'autre inférieure à 1 sur racine de n. Alors, quand vous êtes à une distance de 1 km de chez votre voisin, soit vous dites que c'est lui qui est à moins d'1 km de vous, soit vous dites que c'est vous qui êtes à moins d'1 km de lui. On peut voir ça dans les deux sens. Donc ici, on avait vu que F devait être à une distance plus petite que 1 sur racine de n de P. Mais si jamais moi je connais F, eh bien je sais que P est donc à une distance inférieure ou égale de 1 sur racine de n. Donc finalement, je vais avoir autour de ma fréquence observée une distance de 1 sur racine de n, à gauche mais également à droite. Et donc, ça me permet de construire un intervalle dans lequel j'ai 95% de chance de trouver la vraie proportion P de la population, qui est cet intervalle. Donc, vous voyez, ce n'est pas le même intervalle qu'au-dessus, puisque au-dessus, c'était centré en la vraie proportion, alors que là, c'est un intervalle qui est centré en la fréquence observée. Ça veut dire que finalement, j'ai 95% de chance que la vraie proportion soit dans cet intervalle autour. C'est-à-dire que si je trouve par exemple qu'il y a 60% des gens dans mon échantillon, des individus qui aiment la physique-chimie, eh bien je vais pouvoir construire un intervalle autour de 60% dans lequel je suis sûr à 95% que se trouve la vraie proportion dans la population. Donc je vous l'ai écrit ici, avec une probabilité de 95%, je sais que la vraie proportion appartiendra à l'intervalle fréquence observée moins 1 sur racine de n, donc fréquence observée moins 1 sur racine de n, jusqu'à fréquence observée plus 1 sur racine de n. Donc là, j'ai fréquence observée moins 1 sur racine de n, et ici, fréquence observée plus 1 sur racine de n. Dans ce cas-là, lorsque mon intervalle est centré en la fréquence observée, quand on est dans le cas numéro 2, on appelle cet intervalle un intervalle de confiance pour la proportion P. Donc, intervalle de confiance, au niveau de confiance 95% pour P. Ça nous permet d'estimer une vraie proportion dans une population. Alors, quelques remarques qu'on peut observer sur ces intervalles. Eh bien, ces intervalles, leur amplitude dépend donc du nombre n, c'est-à-dire de la taille de l'échantillon que vous avez choisi. Alors, là où ils sont centrés, ça dépend de P. Regardez, si je bouge
la valeur de P, eh bien effectivement ici, mon intervalle, si P vaut 0,65, mon intervalle va être construit autour de 0,65. Vous voyez, en bleu, 0,65. Ensuite, au niveau de l'amplitude de l'intervalle, regardez, si je bouge la valeur de n, plus j'augmente n, plus j'obtiens un intervalle qui est de moins en moins large, qui a une amplitude, du coup, de plus en plus petite. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'amplitude de mon intervalle, ici, j'avais P au milieu, et je m'écartais de 1 sur racine de n à gauche et de 1 sur racine de n à droite. Donc, au final, cet intervalle, si je regarde l'amplitude totale, son amplitude totale, ici, vaut 2 fois 1 sur racine de n, puisque 1 fois 1 sur racine de n plus 1 fois 1 sur racine de n. Donc, ça donne 2 sur racine de n. Alors, on peut essayer avec notre calculatrice. Plus on va prendre un n grand, plus le calcul 2 sur racine de n va avoir un résultat petit. Ce qui veut dire que mon intervalle, plus n est grand, plus mon intervalle va être resserré autour de P. Donc ce qu'il est très important de retenir, c'est que la confiance que je vais mettre dans un résultat suite à une étude dépend de la taille de l'échantillon sur lequel a été réalisée cette étude. Je vous donne une petite illustration de cela. On va dire que j'ai fait 2 études différentes où j'ai cherché à estimer la proportion de Français qui aimaient la physique-chimie. J'ai fait une première étude et j'ai trouvé une fréquence observée, on va dire, de 65%. Cette étude a été faite sur un tout petit échantillon. Maintenant, je refais une autre étude sur un grand échantillon. Grand échantillon, donc grande taille, ça veut dire un petit n qui est très grand. Et bien ici, si j'observe également 65%, on a l'impression que les 2 études permettent de conclure la même chose puisque j'ai observé la même fréquence de gens qui aimaient la physique-chimie dans chacun des 2 échantillons. Mais en réalité, ce n'est pas que la fréquence observée qui est importante, c'est aussi la taille de l'échantillon sur laquelle vous avez réalisé votre étude. En effet, votre fréquence observée a beau être la même, l'intervalle de confiance, c'est-à-dire là où vous risquez de trouver la vraie proportion de gens qui aiment la physique-chimie, n'est pas le même. Dans le premier cas, sur un petit échantillon, votre intervalle de confiance va être beaucoup plus ample, puisque l'amplitude de cet intervalle, on a vu juste avant, c'était 2 sur racine de n. Mais le n ici est petit, donc qui dit un n petit au dénominateur, dit un résultat grand. Par contre, dans le deuxième cas, si j'ai pris un n grand, eh bien ça veut dire que l'intervalle de confiance va être, lui, plus petit. Alors, il a une amplitude également qui répond à la même formule de 2 sur racine de n, sauf que le n étant grand, le nombre 2 sur racine de n, lui, est petit. Donc ça veut dire que j'avais beau avoir la même fréquence observée de 65%, eh bien, dans le premier cas, la vraie proportion peut être n'importe où dans l'intervalle avec une probabilité de 95%, alors que dans le deuxième cas, eh bien, elle peut être n'importe où dans l'intervalle qui est là avec une probabilité de 95%. On est donc beaucoup plus sûr de notre résultat de fréquence observée ici quand n est grand plutôt que quand n est petit, puisque vous voyez que cet intervalle, dans ce cas-là, est beaucoup plus grand. L'intervalle, c'est donc une zone dans laquelle on dit que la proportion va se trouver 95 fois sur 100. Plus mon intervalle est petit, plus ma fréquence observée va être finalement représentative de la vraie proportion dans la population. Donc quand on fait une étude, on a intérêt à avoir des échantillons les plus grands possibles, avec la taille la plus grande possible. Seulement le souci quand on fait un sondage, c'est que cela a un coût. Quand vous interrogez beaucoup de gens, ça va vous coûter plus cher que d'interroger peu de gens. En plus, il n'y a pas de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que c'est en interrogeant 2 fois plus de personnes qu'on va avoir un intervalle 2 fois plus petit. Ça n'est pas le cas. Donc,
Par exemple, j'ai fait le calcul pour vous, si on interroge 200 individus, eh bien, on va avoir 2 sur racine de 200 comme amplitude de l'intervalle, ce qui correspond à 0,14 environ. Donc on va avoir une amplitude de 0,14, alors que si je prends le double d'individus, donc j'ai interrogé 2 fois plus de gens quand j'ai pris mon échantillon, et bien ici, je vais avoir une amplitude de 2 sur racine de n, toujours, sauf que n vaut 400 cette fois-ci. Et donc, je me retrouve avec une amplitude de 0,1, 0,10. Donc, vous voyez, je n'ai absolument pas divisé par 2 mon amplitude. Je l'ai un petit peu réduite, mais je ne l'ai pas divisé par 2. Donc, il va arriver un moment où, pour vraiment réduire significativement l'amplitude de mon intervalle, il va falloir que je fasse plus que doubler mon nombre d'individus. Et donc ça aussi, c'est une question à se poser quand on fait un sondage. Est-ce que ça vaut le coup de doubler le nombre d'individus et donc de doubler certainement les coûts du sondage pour une précision qui ne va pas forcément fondamentalement être améliorée de beaucoup? Voilà, ça c'est une réflexion, une petite question qu'on se pose. Alors, dernière petite illustration pour venir une fois de plus appuyer ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Après, on passera à un exercice assez simple et assez rapide, vous verrez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a voulu représenter? Eh bien, vous voyez, il y a une vraie proportion dans une population P. Et puis, nous, on va faire des échantillons de 300 personnes. Donc, on va faire plusieurs fois la même expérience, c'est-à-dire interroger 300 personnes. Alors, à chaque fois, on prend 300 personnes qui peuvent être tout à fait différentes. Et donc, on a fait cette expérience dans un premier temps 10 fois. La première fois, la fréquence qu'on a observée, c'est le point rouge. Donc, vous voyez, là, c'est proche de 0,53 apparemment. Et ce qu'on a représenté avec un trait rouge, c'est l'intervalle de confiance, c'est-à-dire l'intervalle qu'on construit autour de F, comme ici, vous voyez, c'est l'intervalle qui était là. Et donc ici, on l'a représenté en rouge. Voilà. Donc, première expérience, voilà, on a trouvé 0,53 de fréquence observée. On voit que la probabilité était bien dans l'intervalle en rouge, la vraie proportion, pardon. Pour la deuxième réalisation ici, eh bien, on voit que la fréquence qu'on a observée, elle est un peu en dessous de 0,5, c'est le point rouge. Que l'intervalle, eh bien, il a été construit autour de la fréquence observée, l'intervalle de confiance, et que P est bien dans l'intervalle de confiance. Pour la troisième réalisation, P est bien aussi dans l'intervalle de confiance, etc. Bref, pour les 10 réalisations, vous voyez, à chaque fois, il y a un point bleu là, c'est que P, la vraie proportion, est bien dans l'intervalle de confiance. Alors vous avez vu que la fréquence observée, eh bien, elle a fluctué. Des fois, elle était au-dessus de P, des fois en dessous de P, etc. En tout cas, P tombait toujours dans l'intervalle. Des fois en dessous, des fois au-dessus. Autre chose à observer, vous voyez que, comme je vous l'avais annoncé, tous les intervalles, puisqu'à chaque fois on a interrogé le même nombre de personnes, tous les intervalles ont la même amplitude. Vous voyez, la longueur du trait rouge ici est la même partout, puisqu'elle mesure 2 sur racine de n, donc 2 sur racine de 300 à chaque fois. Maintenant, je vais augmenter la valeur de k, c'est-à-dire que je vais faire l'expérience plus de 10 fois pour voir un petit peu comment ça se comporte. Donc je vais la faire par exemple 100 fois. Quand je la fais 100 fois, donc vous voyez, il y a eu plein de fois, et donc je vais observer un petit peu le nombre de fois où eh bien, ma vraie proportion P n'est pas tombée dans l'intervalle de confiance. Alors, ça va être là où il n'y a pas de point bleu. Donc ici, pas de point bleu, une fois. Continue. Ici, il en manque un 2 fois. Et c'est tout. Visiblement, sur mes 100 réalisations, il n'y a que 2 fois sur les 100 où P est tombé à l'extérieur. Ça vient illustrer un petit peu mon propos qui disait que l'intervalle de confiance allait contenir la vraie proportion avec une probabilité supérieure ou égale à 0,95. Donc ça veut dire que en moyenne, on aura la probabilité qui tombera dans cet intervalle plus de 95 fois sur 100. Ça veut donc dire qu'on peut avoir confiance dans cet intervalle au niveau de 95%. On ne peut pas avoir confiance à 100% dans cet intervalle. C'est un intervalle dans lequel on a confiance à 95%, d'où son nom. Maintenant, on va passer à un petit exercice. Alors, je vais avoir une population avec un grand nombre d'individus à l'intérieur. Et dans cette population, je vais avoir une proportion P de gens malades. Cette proportion P, je cherche à l'estimer pour savoir s'il y a une grosse proportion, une petite proportion de gens malades dans cette population. Pour cela, je vais extraire un échantillon, donc pris complètement au hasard, en espérant qu'il soit le plus représentatif de la population. Et donc, dans cet échantillon de taille petit n,
Donc ici, j'ai l'échantillon. Alors la taille de l'échantillon, je vais la prendre égale à 400 individus. Et dans ces 400 individus, je trouve ici des individus malades. Et il y en a, on va dire, 275. Donc il y a 275 malades parmi les 400 individus de mon échantillon. Je cherche donc à estimer la proportion de gens malades dans ma population. Ce que je peux calculer, c'est la fréquence que j'ai observée dans mon échantillon. La fréquence que j'ai observée dans mon échantillon, c'est le nombre d'individus malades dans l'échantillon divisé par la taille de l'échantillon. Ce qui me donne donc 275 sur 400. Cela me donne 0,6875. Donc ça veut dire que la fréquence observée de gens malades dans l'échantillon est de 68,75%. Je me doute donc dans un premier temps que dans la population, je ne dois pas être très éloigné des 68,75%. Mais vous savez que je ne vais pas être forcément égal puisque la fréquence ici dans les échantillons fluctue. Elle fluctue autour de la vraie proportion, mais elle n'est pas obligatoirement égale à la vraie proportion. Donc je sais que la vraie proportion P ne va pas être très loin de 68,75%. Sauf que pas très loin, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc c'est pour ça qu'on vous parle d'intervalle de confiance. C'est l'intervalle de confiance qui va dire si oui ou non je suis proche ou pas. Donc cet intervalle de confiance qu'on peut noter IC, il est égal à la fréquence observée moins 1 sur racine de n jusqu'à la fréquence observée plus 1 sur racine de n. Si je fais la petite application numérique, on a donc 0,6875 moins 1 sur la racine carrée de 400, puisqu'on a dit que n valait 400, jusqu'à 0,6875 plus 1 sur racine de 400. Donc, si vous prenez votre calculatrice, vous allez trouver l'intervalle de confiance qui est de 0,6375 jusqu'à 0,7375. Donc, ça veut dire que la vraie proportion de gens malades dans la population est entre 63,75% et 73,75% avec une probabilité de 95%. Vous avez donc une probabilité supérieure à 95% pour que la vraie proportion de gens malades dans la population soit entre ces deux valeurs-là. Donc on peut tirer des conclusions. Là, je vous ai fait le petit schéma. C'est pas à l'échelle, mais ça suffit pour raisonner un petit peu dessus. C'est que la fréquence observée ici est en bleu. Et donc la vraie proportion dans la population est entre ces deux valeurs, avec une probabilité de 95%. Donc vous avez 95% de chance que la vraie valeur se trouve dans cet intervalle. Ce qui veut dire qu'on peut conclure au niveau de confiance de 0,95, de 95%, que déjà, il y a plus de la moitié de la population qui est malade, puisque vous voyez que tout mon intervalle rouge est au-dessus de 0,5, donc j'ai 95% de chance d'être dans l'intervalle rouge, donc j'ai plus de 95% de chance d'être au-dessus des 50% de gens malades. Autre chose que je pourrais me dire, c'est que les 75% de gens malades, c'est ici. Eh bien, je sais donc que j'ai 95% de chance pour qu'il y ait moins des 3/4 des gens de ma population, des individus de ma population malades. Sur l'intervalle, vous voyez, est entièrement en dessous de 0,75%. Donc, j'ai 95% de chance pour que ma vraie proportion de gens malades soit en dessous de 0,75. Voilà le genre de petite conclusion qu'on peut faire là-dessus. Donc maintenant, pour ce dernier exercice un petit peu plus compliqué à comprendre, je vais revenir sur la méthode de capture, marquage, recapture qui a fait l'objet d'une vidéo. Je vous la remets en lien à la fin. Et donc, où le but, c'était d'estimer la taille d'une population. Je vous redonne les notations. On a une population de taille grand N, avec dedans un certain nombre d'individus marqués
qui est noté grand M. Ce nombre d'individus marqués, je le connais, puisque dans la méthode de capture, marquage, recapture, c'est moi qui ai capturé et qui ai marqué les individus. Donc je sais exactement combien j'en ai capturé et combien j'en ai marqué. Donc je connais la valeur de grand M. Ici, ce sera 7500 individus marqués dans ma population. Par contre, je ne connais pas grand N. Donc grand N, c'est la seule chose que je ne vais pas connaître. De cette population, j'ai extrait un échantillon de taille petit n. Petit n parce que petit échantillon. Grande lettre pour la population, le grand groupe. Les petites lettres sont pour le petit groupe pour l'échantillon. Petit m, c'est également le nombre, l'effectif d'individus marqués dans l'échantillon. Je connais petit n et je connais petit m. On va dire que j'ai pris un échantillon de 400 individus et je me suis retrouvé avec 128 individus marqués dans mon échantillon. Mon but va d'être d'estimer grand N de manière un petit peu plus précise que ce qu'on a pu voir dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on considérait que la proportion de gens marqués dans la population était exactement la même que la proportion de gens marqués dans l'échantillon. Or, on a vu que la proportion dans l'échantillon, ce qu'on a appelé la fréquence observée, eh bien, fluctue. Donc, on va essayer de tenir compte de cette fluctuation. Je commence par calculer ma fréquence observée. Ma fréquence observée vaut petit m sur petit n, ce qui est égal à 128 sur 400. 128 sur 400, ça vaut 0,32. Ça veut donc dire qu'il y a 32% de gens marqués dans mon échantillon de 400 personnes. Je vais donc pouvoir estimer la proportion de gens marqués dans la population grâce à mon intervalle de confiance, puisque mon intervalle de confiance me dit que la vraie proportion dans la population n'est pas égale à 0,32 comme on pourrait le penser dans le meilleur des mondes, mais va être autour de 0,32. Autour de 0,32, encore une fois, ça ne veut rien dire. Donc, ce qui veut dire autour de 0,32, c'est l'intervalle de confiance qui, lui, dit ce que c'est qu'être autour de 0,32. Donc, je construis cet intervalle de confiance. Cet intervalle de confiance, c'est la fréquence observée, donc 0,32 moins 1 sur racine de n, donc racine de 400, jusqu'à 0,32 plus 1 sur racine de n, c'est-à-dire 400. Et donc, c'est cet intervalle qui est l'intervalle de confiance. Je fais les calculs et j'obtiens donc que j'ai 95% de chance pour que la vraie proportion dans la population soit entre 0,27 et 0,37. Cela veut dire que j'ai construit mon petit intervalle. Donc, la vraie proportion dans la population d'individus de gens marqués, eh bien, j'ai 95% de chance pour qu'elle soit entre 0,27, donc 27%, et 0,37, c'est-à-dire 37%. Donc là, tout cet intervalle est bien centré en 0,32, qui était ma fréquence observée. Donc c'est ça, ça veut dire que la vraie proportion n'est pas très loin de la fréquence que j'ai observée dans l'échantillon. Pas très loin, ça veut dire dans cet intervalle avec une probabilité de 95%. Donc, j'ai deux valeurs extrêmes. Si 0,32 était le plus éloigné possible, entre guillemets, de la vraie proportion, c'est soit la vraie proportion vaut 0,27, valeur extrême gauche, ou valeur extrême de droite, ce serait 0,37. Donc, on sait que ma vraie proportion est comprise entre 27% et 37%. Donc, je vais faire mes calculs de grand N avec ces deux valeurs extrêmes de 27% et de 37%. Donc là, j'ai réfléchi en termes de proportion dans la population, mais maintenant, je vais réfléchir en termes de nombre d'individus total dans la population. Donc, ici, si la proportion d'individus marqués vaut les 27%, la valeur extrême de gauche ici, eh bien, ça veut dire que les 27% correspondent à 7500 individus. Ce qui veut dire que si je prends 100%, c'est-à-dire 1, je me demande combien ça fait d'individus, et ça va me donner mon nombre d'individus dans la population. Pour trouver cette valeur, ici je vais faire une égalité des produits en croix, et je vais me retrouver avec n
qui est égal à 1 fois 7500 divisé par 0,27. Si vous préférez travailler avec des pourcentages et dire que 27 correspond à 7500 et que du coup, quand vous cherchez à quoi correspond n, ça correspond à 100%, eh bien, vous pouvez, ça marche de la même manière, 100 fois 7500 divisé par 27. Ça va vous donner le même résultat final. Vous devez arriver à environ 27 778. Donc ça, c'était ma valeur extrême de gauche. Maintenant, la vraie proportion, elle peut aller jusqu'à 37%. Si ça représente 37%, ces fameux 7500 individus, eh bien, je m'interroge, combien ça fait d'individus pour mes 100%? Et donc, je me retrouve avec n qui, dans ce cas-là, serait égal à 1 fois 7500 divisé par 0,37. Donc, 7500 divisé par 0,37, je vais y arriver, eh bien, ça me donne 20 000 environ, 20 270. Donc, ça veut dire que la fourchette, l'intervalle que je viens de trouver pour le nombre d'individus de la population, eh bien, j'estime le nombre d'individus de la population entre 20 270 et 27 778 au niveau de confiance de 95%. On peut conclure donc au niveau de confiance. C'est toujours ce niveau de confiance parce que les valeurs extrêmes ont été trouvées ici au niveau de confiance de 95%. Donc, au niveau de confiance, 95%, le nombre d'individus donc l'effectif total de la population, le nombre d'individus total de la population est compris entre 20 270 et 27 778. Voilà qui vient conclure du coup cette vidéo sur les intervalles de confiance et intervalles de fluctuation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je pourrais venir un petit peu détailler davantage. Sachez qu'il existe d'autres méthodes pour se sortir de ces calculs-là. Je vous ai présenté celle qui généralement fait le moins peur aux élèves qui ont le moins envie de faire des sciences, on va dire. À bientôt!